pense qu'il y a beaucoup de couples qui se prennent les pieds dans le tapis au moment de ce changement d'état. Il y a une grosse différence entre l'état amoureux et puis après l'amour adulte qu'on va venir construire avec potentiellement la même personne. Et je pense qu'il y a un switch qui se fait. Parce qu'en fait, on sait que cet état amoureux, c'est documenté, en fait, c'est biochimique. Il dure à peu près 3 ans. Quand ça s'étiole, finalement, c'est pas la fin de l'amour, mais c'est une mutation de l'amour. Ce qui fait qu'on peut rester amoureux, c'est de se rendre compte qu'on va passer de cet état passif à la création. Et qu'en fait, l'amour, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose qu'on fait, auquel on contribue. Et on est responsable, et je crois que c'est ça la plus grande carte, se rendre compte qu'on est responsable d'être amoureux. Bonjour à toutes et tous, trop contente de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Parle-moi Philo. On accueille Claire aujourd'hui de Yes We Bloom. Tout va bien, Claire? Je suis ravie d'être ici. Eh bien, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, quand tu as vu Parle-moi Philo, ça t'a inspiré ou... À la fois, j'adore la philo, et puis j'aime beaucoup les podcasts, donc pour moi c'est avec grand plaisir. Et en même temps, il y a toujours cette appréhension de se dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais savoir quoi dire. Et tu as plutôt un bon souvenir ou pas de la matière, de la discipline? Oui, tout à fait, à tel point que, comme on en discutait, je continue d'aller dès que je peux dans des conférences au collège de philo à Lyon, parce que j'aime beaucoup, moi je crois que ça me fait de la dopamine, de cette gym mentale, de réfléchir, de prendre un pas de recul aussi sur ce qu'on vit, de donner du sens à ce qu'on vit. Pour moi, c'est ce que j'aime. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé la philo. Et j'avais un prof en prépa. Je l'écoutais, mais c'était vraiment, pour moi, je ne voyais pas le temps passer quand j'étais en cours. Et du coup, j'ai gardé ce souvenir très agréable avec la philo. Ouais. Et est-ce que la séquence sur l'amour, t'as davantage parlé ou pas? Est-ce que ça vient de là? Finalement, cette spécialisation, je ne sais pas comment tu le dis, comment tu te présentes d'ailleurs? Non. Alors, moi, je fais du coaching pour les couples. Oui. Donc, je parle d'amour souvent, mais pas que, parce que le couple, c'est pas que de l'amour. Mais j'ai plus réfléchi, du coup, en préparant ce podcast, au lien entre amour et philo, que je ne l'avais fait, en fait, sur les 4 ou 5 dernières années. Tu n'as pas été marquée par une séquence? Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a une séquence qui peut être un peu déterminante. En fait, moi, ce qui m'a marqué, et c'est très en lien, du coup, avec mon travail aussi sur le couple, c'est, et tout dans la vie, hein, mais c'est cette différence entre ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas dans la vie. Et je trouve que dans l'amour et dans le couple, cette distinction, elle est très éclairante et très aidante. Et donc, c'est plutôt ça, moi, qui m'a marquée. Donc, c'est peut-être pas tant les cours sur l'amour que sur le stoïcisme. On y reviendra un petit peu, hein, mais sur ce qui dépend de nous et ne dépend pas de nous. Et Dieu sait qu'en amour, on arrive parfois à se faire beaucoup de mal sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Et quand on a l'énergie qui est prise comme ça, ou la tête, le cerveau accaparé par ce genre de réflexion, ça peut être assez destructeur, ou en tout cas faire du mal. Et ça, pour moi, c'est une philosophie de vie qui s'applique particulièrement bien au couple et à l'amour. Donc, c'est ça. Ouais. Pourquoi Yes We Bloom alors? Parce qu'on ne voulait pas se fermer la possibilité d'un jour pouvoir rayonner à l'international. On a vécu à Londres avant et pour nous, c'est toujours été quelque chose où on s'est dit il faut qu'en fait, on ait un nom de marque qui puisse après être utilisé si on avait envie à l'étranger. Et puis, je trouve ça joli. Donc, We Bloom, on s'épanouit. C'est volontaire qu'on ne s'appelle pas Love ou quelque chose comme ça. C'est l'idée qu'en fait, c'est un couple, c'est 2 personnes épanouies avant tout. Ok, autour de ça. Et en plus, c'est un terme pour le coup, l'amour, c'est une thématique qu'on retrouve partout. D'hier à aujourd'hui, qui est universelle. On a pu évoluer sur plein de sujets, mais on se posera toujours la question de comment je vais tomber amoureux, est-ce que je vais pouvoir rester amoureux. Et on se rend compte aussi, je trouve, avec beaucoup d'humilité, qu'on peut construire toutes les carrières du monde, gagner en maturité. C'est un point de vulnérabilité absolument incroyable. Et c'est une force aussi à cette ambivalence. Mais dès que quelqu'un est malheureux, en amour, il y a tout qui vacille. Il y a quelque chose de l'ordre de l'être. Et c'est vraiment le pourquoi, en fait, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on est en relation, on n'est pas obligé d'être en couple, mais quand on est en couple, quand le couple va bien, en général, effectivement, ça déborde sur la vie et vice-versa. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et donc, il y a une étude de Harvard qui documente ça. C'est une étude longitudinale qui a duré plus de 80 ans, qui est toujours, je crois, en cours, où ils ont étudié, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de notre vie, on est satisfait de notre vie, on est heureux. Okay. Et en fait, ils ont prouvé que ce n'était pas le succès, ce n'était pas la carrière, ce n'était pas l'argent, c'était la qualité de nos relations aux autres, et donc, par extension, la qualité de la relation à la personne en fait, avec laquelle on partage notre vie. Et alors là, c'est intéressant parce que tu parles de l'amour, on distingue déjà en fait plusieurs types
d'amour potentiel, le fait d'aimer son frère, sa sœur, son mari, son conjoint, etc. Il y a cette notion de plusieurs types d'amour, son enfant, un ami. Donc, est-ce que déjà tu fais toi, c'est plutôt des couples qui viennent globalement, ou il y a cet amour, voilà, c'est plutôt quel type d'amour? Alors, c'est très intéressant. Ouais. Et alors, chez les Grecs, tu dois le savoir, il y a sûr, plusieurs mots trois. pour dire l'amour. Il y en a trois. Bien sûr. Et nous, on n'en a qu'un, ce qui est très limitant. Okay. Et même... Alors, c'est Eros. Hein, c'est peut-être ça que tu avais avec ton prof, du coup, à l'époque, une forme d'admiration. L'Eros, c'est le côté passionné, passionnel. Tu désires ce qui te manque. Voilà. Donc, c'est ça qui va devenir un petit peu compliqué, parce que quand ça devient ton mari ou ta femme, logiquement, elle te manque moins, puisque tu la vois, à part si tu ne vis pas ensemble. Ça pose d'ailleurs des questions sur la façon de faire durer sa relation aujourd'hui pour créer du manque et maintenir cet état d'amour Eros. Donc, Eros, c'est cette dynamique passionnée. Ensuite, il y a effectivement Philia. Voilà, l'amour de tes frères, tes sœurs, tes amis, etc. L'amitié, voilà, la notion d'amitié qu'on retrouve beaucoup, notamment chez Aristote. Hein, et la dernière dimension, c'est agapé. Et agapé, voilà. Et agapé, c'est l'amour, alors je trouve ça intéressant, c'est l'amour détaché de l'intérêt, de la gratuité. D'ailleurs, ça peut être comme on aime un enfant, mais ça va être une forme de générosité que tu peux avoir, tu sais, je sais pas si tu travailles dans l'associatif, par exemple. Voilà, c'est cet amour-là détaché, qui n'est pas forcément d'ailleurs incarné, mais qui sous-tend cette notion de gratuité. Voilà. Donc, vous distinguez un petit peu ces différentes formes Alors, en fait, la manière dont on le distingue, c'est que moi, je le prends souvent par le prisme de l'émotion. L'amour, c'est une émotion. Et on travaille beaucoup sur qu'est-ce qui fait l'émotion. L'émotion, en fait, d'une très grande façon, elle vient de nos pensées. Et du coup, ce qui va venir créer ton émotion, quel que soit finalement, parce que ce dont on parle, c'est des nuances de l'émotion d'amour. Il y a les trois que tu viens de citer. En fait, ça va être un amour qu'on ressent avec une nuance différente, même si c'est le même mot. Voilà, il y a des subtilités dans la manière dont on le ressent. Une émotion, c'est une vibration physique qu'on ressent. On ne ressent pas exactement la même chose. Et du coup, si on le rattache à la pensée, à qu'est-ce que je suis en train de me raconter qui fait que je me sens amoureux, je sens de l'amour pour mon enfant, pour mon ami, etc. En fait, c'est sur ça qu'on vient travailler, avec cette nuance-là, que ça ne va pas être exactement le même état d'esprit, que je vais venir nourrir les mêmes pensées, que je vais venir nourrir pour différents types d'amour. Donc, il y a un grand point commun qui est finalement que cette émotion d'amour, c'est la plus noble, c'est la plus agréable. J'aime bien penser que finalement, toutes les émotions nous sont accessibles à tout moment et que si on devait en choisir une, la plus haute, et en fait celle avec laquelle on ne peut jamais se tromper, celle qu'on dit toujours l'amour vainc, l'amour gagne toujours, c'est l'émotion la plus noble. Oui, et la plus noble n'est pas la plus forte. Je le dis parce que du coup, tu vois, la plus noble, il peut y avoir, notamment chez Platon, l'idée de se dire que l'amour doit nous élever, contribuer à une certaine élévation. Exactement. Et d'ailleurs, pour lui, l'amour, l'éros, c'est pas quelque chose. Socrate, à l'époque, se refuse à aller avec Alcibiade, qui est beau, attrayant, et qui, lui, a envie d'avoir une relation de chair, mais parce que, pour lui, c'est pas un amour honorable. Bon, cela dit, entre toi et moi, je pense qu'on peut composer et très bien avoir une relation plus légère avec quelqu'un comme Alcibiade, et derrière, conquérir un amour qui nous élève. Alors, pour moi, il y a une grosse différence entre, effectivement, tu l'as cité, l'état amoureux, et puis après, l'amour adulte qu'on va venir construire avec potentiellement la même personne. Et je pense qu'il y a un switch qui se fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se prennent les pieds dans le tapis au moment de ce changement d'état. Parce qu'en fait, on sait que cet état amoureux, c'est documenté, en fait, c'est biochimique. Il dure à peu près 3 ans. Oui, c'est ça, avec BD, mais on a tous en mémoire, effectivement, ce livre et ce film. L'amour dure 3 ans, mais donc on est plutôt du côté là, de l'éros, effectivement, qu'on va devoir transformer potentiellement en philia. Exactement. Même s'il y a... Mais, et je pense qu'il ne faut pas les opposer. Voilà, j'allais justement te le dire là, parce qu'on va revenir sur ça. C'est en fait 3 facettes. Et comme on est multifacette, l'idée de se dire, c'est peut-être comment rester amoureux, on va revenir un petit peu sur ça ensuite, c'est en alliant, parce qu'en fait, il y a toujours une point de conjugaison, ce sont un peu des points à relier, c'est pas 1, 2, 3, ce sont des points à relier qui créent finalement peut-être le socle de l'amour, et c'est pas à opposer. Je pense que si on n'est que dans l'un et que dans l'autre, on ne peut pas construire une relation durable avec quelqu'un. Je pense qu'il faut savoir garder cet éros en vie, et c'est peut-être ça qui est pas forcément évident au bout des 3 ans de la fin naturelle de l'état amoureux où on a ces papillons dans le ventre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cet état-là, finalement, on ne voit pas l'autre tel qu'il est. On a un filtre, on voit que ce qu'on a envie de voir, on a une projection positive de nous-mêmes et tout nous vient un petit peu de manière, comme tu disais tout à l'heure, ça nous tombe dessus, on se demandait si c'était facile de tomber amoureux et l'expérience collective, souvent, c'est « ah, je suis… » D'ailleurs, c'est le terme « tomber ». Comme si, voilà…
on avait chuté sous, je sais pas, les pouvoirs magiques de l'amour. Alors que dans un monde comme le nôtre, on utilise beaucoup le numérique pour aller chercher l'amour, qui nous tombe peut-être moins dessus, alors que l'offre est pléthorique. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver la personne. Et d'ailleurs, on reviendra sur ça, mais ça situe aussi cette réflexion dans l'environnement qui est le nôtre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tomber amoureux et qu'est-ce que rester amoureux aujourd'hui, dans un monde où rien ne dure, dans un monde où on endure justement à cause de ça, offre pléthorique, moins d'engagement, etc. Et juste peut-être pour resituer, au-delà de l'amour, moi je me suis dit aujourd'hui, ce serait super qu'on aille autour du thème de comment je peux rester amoureux. Qu'est-ce qui fait que, quelle bille, quelle carte, quand on fait de la philo, avoir des cartes, c'est quand même génial, quelle carte on peut avoir et vous donner ou vous contribuer à offrir pour permettre à des couples de rester amoureux, parce que je crois que la question de rester dans une société comme la nôtre, justement, j'insiste sur le fait qu'elle s'intègre dans cet environnement, bah, ça fait peur, parce qu'on se dit, mais tomber amoureux, c'est déjà pas évident, mais rester amoureux, waouh, 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 c'est même encore plus dur, ou ambitieux. Oui. C'est exactement ça, en fait. Et je crois que la première chose, c'est vraiment de se rendre compte déjà que l'état amoureux dont on parle depuis tout à l'heure, finalement, c'est passif. C'est une réaction. C'est une réaction presque du corps à un stimuli de « Ah voilà, j'ai de la dopamine, j'ai de l'ocytocine qui me viennent naturellement ». Quand ça s'étiole, finalement, ce n'est pas la fin de l'amour, mais c'est une mutation de l'amour. Et ce qui fait qu'on peut rester amoureux, c'est de se rendre compte qu'on va passer de cet état passif à la création. Et qu'en fait, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, ce n'est pas comme la météo, quelque chose qu'on observe, en fait, c'est quelque chose qu'on fait, auquel on contribue. Et on est responsable, et je crois que c'est ça la plus grande carte, on est déjà de se rendre compte qu'on est responsable d'être amoureux. Ça renvoie évidemment au stoïcisme, à la notion de responsabilité intérieure. J'aime beaucoup cette distinction, mais qu'on connaît sans trop connaître, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est la vie des autres. C'est ce que l'autre va ressentir et que je ne perçois pas. Et je n'ai pas la même histoire, on n'a pas le même récit, on ne retient pas les mêmes choses. Donc c'est vrai que s'apaiser déjà sur ça, accepter qu'il y ait des choses qui ne dépendent pas de nous et reconnaître qu'on est en maîtrise sur le reste, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de résistance à ça, parce que ça va contre un petit peu le mythe romantique, qui voudrait que l'amour c'est sans effort, l'amour ça va de soi, c'est naturel. Et encore une fois, il ne faut pas non plus opposer la vision romantique et la vision mature, volontariste de en fait, l'amour est un choix, l'amour est une décision, l'amour est un engagement. Oui, parce que s'il n'y a que ça, le risque, c'est tellement dans le contrôle que tu n'accueilles même plus le réel ou tu n'écoutes même plus tes émotions, tu es que dans la raison. Là. Voilà. Il faut que ce soit comme ça, j'ai planifié que ma vie amoureuse serait ainsi. Mais bon, il y a quand même cette sortie un petit peu de la vision passive et romantique que l'amour doit m'arriver. C'est moi qui fais que l'amour m'arrive. Et donc, je pense que ça, c'est une première carte, c'est de passer là-dedans. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui voilà, au bout de 3 ans, se disent mince, je ne suis plus amoureux, sous-texte, je n'y peux rien, et donc je dois recommencer avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est hyper intéressant. C'est vraiment c'est tellement pas la façon que j'ai de vivre l'amour que je trouve ça extrêmement interpellant de se dire, dès le départ, je ressens plus. C'est un peu la flamme, quoi. Comment tu vas... Pour moi, je distingue beaucoup. Tu as ceux qui ont la flemme, ceux qui ont la flamme. Voilà. Et dans un couple, tu peux avoir la flemme, 2 personnes qui ont la flemme, le couple s'éteint, s'étiole, comme tu l'as très joliment dit. Et comment on rallume la flamme? Alors, c'est pas philosophique, mais moi, j'ai toujours été marquée par Céline Dion, à l'époque, vraiment. Je me ferais nouvelle pour que le feu reprenne. Et il y avait quelque chose d'extrêmement alertant, interpellant dans cette phrase. J'ai toujours trouvé très belle. C'était de se dire, oui, évidemment, il y a de la nouveauté, il y a de nouvelles personnes qui vont s'intéresser à toi, comme je m'intéresse peut-être plus vraiment à toi, et comment je peux injecter, moi c'est la façon dont je l'entends, du nouveau un petit peu dans ma vie. Et donc, est-ce que pour durer, pour rester ensemble, quelle place t'accorderais à la nouveauté? Comment on peut mettre du nouveau, de l'inédit? Déjà, juste un détour sur les éléments de langage qu'on utilise quand on dit rallumer la flamme, raviver la flamme. En fait, je pense qu'on a l'impression que c'est ce qu'il faut faire, et en fait, je trouve ça un petit peu pernicieux, parce qu'il y a cette idée qu'il faudrait revenir en arrière. Ouais. Il faudrait retrouver cet état. Et du coup, je pense qu'on est perdant parce que c'est impossible. Le temps passe, on a changé, l'autre a changé, on évolue. Donc ce serait allumer.
Plutôt que rallumer. Pour moi, en plus, on dit allumer dans les messages, je t'allume. Voilà, c'est plutôt joli ça, du coup. C'est ça. Et comment est-ce qu'on recrée ça? En fait, tu l'as dit. En fait, ce qui crée cet état amoureux, cette tension, en fait, c'est une tension de désir. C'est ce qui ne nous appartient pas entièrement. Et du coup, c'est comment est-ce que j'arrive à te voir comme un individu qui ne m'appartient pas? Comment est-ce que je respecte en fait le mystère que tu es un autre. Alors tu vois, ma petite chose personnelle que j'ai fait, parce que j'ai quand même une très longue relation avant et j'ai quand même une longue relation aujourd'hui, j'ai toujours été dans cette idée, je me souviens d'un exercice que je faisais de penser, tu diras ce que tu en penses, j'imaginais quand mon conjoint partait le matin que j'étais cette femme qui le croisait sur le pont. Et en fait, j'imagine à chaque fois cette nouvelle personne qui le rencontre. Et ça me provoque quelque chose. C'est-à-dire que ça me force, mais quand je dis force, c'est pas très attrayant, ça m'invite à tourner le verre et à imaginer quel est ce regard neuf, parce que pour d'autres, on est totalement neuf. Et donc ça... C'est très intéressant, parce que ce que tu viens de dire, c'est que tu fais un exercice mental au niveau de tes pensées. En fait, tu peux être assis, tu peux être dans la queue du supermarché, tu peux être à ton bureau, tu peux être dans le train, et susciter cette émotion d'attirance, de curiosité, de désir envers quelqu'un, simplement avec ton prisme, avec ce que tu es en train de t'imaginer. Et là, c'est imaginaire, mais ça pourrait être aussi penser justement à quand tu l'as vu en soirée il y a une semaine et qu'il était dans un groupe et que tu voyais que souvent, en fait, ce qui va venir aussi recréer cette attirance, c'est quand on voit l'autre dans son environnement, où il excelle, où voilà, en fait, quand on voit l'autre ne pas nous appartenir. Et s'épanouir et être libre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que comment rester amoureux en mettant cette distance qui permet de ressentir. Et du coup, tu vois, ça m'invite à aller aussi sur cette question, c'est la place de la liberté dans un couple. Quelle place on a? Parce que quand tu dis ça, c'est que forcément, il y a une forme de liberté. On imagine qu'il est libre de pouvoir être sensible à la personne nouvelle qui le regarde ou le perçoit. Quand tu donnes l'exemple de le regarder dans une soirée, il est libre d'être un peu plus éloigné de toi. C'est intéressant. Est-ce qu'un couple qui dure, c'est un couple qui est capable de cultiver une forme de liberté, d'autonomie dans son couple? Pour moi, c'est fondamental. Et je pense que l'inverse tue l'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu m'appartiens, je t'appartiens. Et je vais aller même plus loin. Je pense que le problème dans beaucoup de relations, ce qu'on voit chez We Bloom, c'est cette idée que tu es là pour me compléter et remplir mes besoins. Tu es ma moitié, en fait, ça se retourne contre nous. Tu deviens l'objet, en fait, qui doit venir satisfaire ce que moi, je n'ai pas. Et à partir du moment où on tombe dans ce biais-là, je pense que c'est là que ça devient très compliqué. Parce qu'on ne voit plus l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, mais on le juge selon sa capacité à remplir nos besoins. Oui, c'est ça. Et ça ne nous rend pas amoureux. Parce que du coup, ça devient presque un travail, une prestation de service, si en fait l'autre doit être à la hauteur de tous nos besoins en permanence. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'amour, ça peut être du hasard, l'amour c'est un art, c'est ce que je crois, mais c'est pas un travail, parce que là du coup c'est quand même pas la même chose. Et du coup, c'est le corollaire de cette idée qu'il faut qu'on reste chacun fondamentalement libre et que finalement il n'y a pas d'autre chaîne que en fait si je suis avec toi, c'est simplement pour avoir quelqu'un à aimer. Je ne te demande pas de me rendre heureux, satisfaire mes besoins, etc., mes désirs. En fait, je reste responsable, encore une fois, on est sur cette notion de responsabilité. Ouais. Et bien sûr que dans un couple, ça va dans les deux sens. Donc bien sûr qu'on va venir vers l'autre, etc. Mais en fait, garder cette idée en tête que l'autre est libre, qu'il ne m'appartient pas et que ce n'est pas son job. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs de peut-être clarifier ce qu'on entend par liberté dans un couple. Parce que c'est là que ça peut être parfois angoissant pour certains. Se dire, attends, oui, ok, libre comment? Moi, ça me renvoie forcément à Simone de Beauvoir et Sartre, qui avaient une vision de l'amour assez ouverte, disons, qui leur appartenait, qui était, à l'époque, c'était vraiment assez pionnier. Enfin, en tout cas, de le dire comme ça, de le vivre comme ça, assez à contre-courant, je dirais, de la masse ou de la foule. Mais liberté ne dit pas forcément libertin. Il y a de plus en plus de formes d'amour diverses et multiples aujourd'hui. Il y a plus voire pluriel d'ailleurs, c'est pas que deux personnes. Et en fait, ce qui compte dans ce cas-là... Ne vous embrassez pas. Non, mais c'est ça, c'est d'être d'accord. Ouais. Et en fait, je pense que pour qu'il y ait couple, il faut qu'il y ait une vision commune, il faut qu'il y ait une vision partagée. Et peu importe en fait le périmètre que ça prend, que ce soit... Enfin, il y a des couples ouverts, il y en a de plus en plus. Et ça peut être une réponse, ça dépend des personnes, ça dépend des stades de vie. Mais c'est pas ça que j'entends par liberté. La liberté, c'est la liberté à la base d'être qui je suis, et de poursuivre en fait ce que j'ai envie de devenir.
Ouais, ok. C'est pas par rapport au fait que je vais faire ce que je veux quand je veux et être infidèle. Si en fait entre nous, on a un accord selon lequel voilà ce que représente la fidélité pour nous. Je pense vraiment que là, pour le coup, il faut qu'il y ait une définition partagée de ce qu'est la fidélité. Et c'est là que on en revient aux mots, en fait, qui peuvent en créer d'ailleurs. Et si tu dis je t'aime et tu as des personnes qui se séparent, on se disait je t'aime tous les deux, force est de constater qu'un mot peut créer des mots s'il n'a pas été rendu vivant dans l'histoire. C'est-à-dire quand tu me dis je t'aime, qu'est-ce que tu dis? Puisque je t'aime, par définition, on peut le dire à un enfant, à un parent, à un ami, à un conjoint. C'est-à-dire, comme j'adore les mots conjoint, ça risque de devenir statistiquement. Prenez un autre mot. Voilà. Mais juste, je reviens sur la notion de récit que je trouve extrêmement intéressante, puisqu'il y a ce qu'on décide d'être en tant que couple, ce qu'on choisit d'être, et donc quelle histoire on se raconte. Quand tu as des histoires, au sens il y a des histoires dans un groupe d'amis, ou il y a des histoires dans un couple, c'est souvent qu'il manque une histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un récit commun. Et ça crée des histoires parce qu'on ne sait pas vraiment où on va, on est un peu spectateur de quelque chose auquel on ne contribue pas vraiment, et donc la philo, prendre de la hauteur pour se rendre davantage auteur de son histoire et de ce qu'on vit, c'est fondamental. Donc pour un couple, moi j'aurais tendance aussi à conseiller ces temps d'aération pour se donner à voir en miroir, réfléchir à qui on a envie de devenir, étant entendu que la réponse d'hier n'est pas celle de demain et qu'un couple évolue. C'est pour ça que je ne sais pas ce que tu en penses. Moi je me dis souvent, l'amour, est-ce qu'il se contractualise ? Est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas dire une histoire d'amour, ça ne se contractualise pas, ça se danse en fait de manière générale. Ça peut être un slow au début, un peu de rock acrobatique parfois, voire de la tectonique, ça c'est vraiment... Mais tu vois, comment on vit? Parce que le contrat, le mariage, il y a plein de choses qui peuvent être... Est-ce qu'on reste amoureux quand on se marie forcément? Moi j'aime bien dire, de toute façon l'engagement, il prend la forme qu'il prend et il y a des gens qui signent des contrats qui se sentent bien moins engagés et amoureux que d'autres personnes qui ne signent rien du tout. Donc je te rejoins. Et en fait, finalement, ça dépend du sens qu'on donne à ce qu'on fait. Et ça dépend, comme tu le disais, au sens qu'on donne aux mots. Ça ne dépend pas de, le fait que j'ai signé... Certains se sentent peut-être obligés de rentrer dans un moule, de le faire, et ensuite divorcent. Et là, tu te dis, mais en fait, c'était peut-être pas la bonne façon de se promettre ton amour et de rester amoureux. J'avais été marquée à l'époque par une scène dans Grey's Anatomy, la référence, mais qui m'avait vraiment marquée, où l'un des personnages se marie à contre-cœur, elle n'y arrive pas, elle ne peut même plus respirer, elle s'en va. Et Meredith, son personnage central, décide de s'unir et va juste se marier avec un post-it qu'elle met dans la cuisine. Et c'est sa promesse, c'est l'engagement qu'elle fait, ça tient dans un post-it. Et parfois, je trouve que tu as des gens qui vont te dire on est mariés, donc c'est bon, on va rester amoureux. Alors qu'en fait, non, le mariage n'est pas gage. Tu vois, non, au contraire, il y en a plein qui diront l'inverse. Et du coup, parfois, on peut juste ne pas être engagé comme ça, ou parfois, je pense à ceux qui auraient peur d'aller se marier ou autre, donc peut-être travailler ce qu'ils y mettent, mais de se dire qu'un post-it peut être engageant, une promesse, des mots peuvent l'être, et inversement, un contrat, on peut être à l'église aussi et se séparer quelques temps après. Donc la recette du fait de rester amoureux, elle ne se contractualise pas forcément. Elle ne se contractualise pas du tout. Et je pense que en fait, la recette, c'est celle... en fait, toute promesse n'engage que nous, de toute façon. On ne pourra jamais dire à l'autre, tu m'as promis d'être amoureux, pourquoi? Promettre, pour moi, de rester amoureux, ça veut dire, concrètement, ça veut dire, je m'engage, c'est une question de regard, c'est un petit peu ce qu'on disait. Je m'engage à faire ce qui est dans ce qui m'appartient, dans ce qui est sous ma responsabilité pour rester amoureux de toi. Et c'est une pratique, un art, c'est plus joli, une activité du quotidien. Il y a la notion d'acceptation, il y a la notion de choisir de voir le positif chez l'autre, pas pour être naïf et tout excuser, mais ça reste un choix, parce que devant une phrase ou un comportement, on a toujours le choix de comment on interprète. Et donc pour moi, c'est rester amoureux, c'est aussi cet art de se dire, bon, comment est-ce que je vais te voir, comme tu disais, voir notre récit partagé, parce que je pense que c'est une grande importance, mais aussi me voir. Parce que je pense que dans le rester amoureux, il y a aussi qu'est-ce que je pense de moi, et est-ce que moi, je suis la personne que j'ai envie d'être. Et je pense que ça a pratiquement autant d'importance que le regard que je porte sur toi, ce regard que je porte sur moi et la personne que je suis dans la relation. Donc pour moi, c'est cette action, cet art, cette pratique de... Si on laisse le cerveau faire par défaut, on va aller vers, naturellement, la frustration, l'ennui, l'agacement, le verre à moitié vide. On le sait, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, si on compte sur notre cerveau pour nous guider à travers une histoire d'amour heureuse, sereine et palpitante, c'est presque voué à l'échec en fait. Je pense que l'humain n'est pas fait pour vivre avec quelqu'un
et tout le temps le voir avec une paire de lunettes roses. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, je nuance mon propos, ça ne veut pas dire qu'il faut être avec quelqu'un et tout, pardonner, toujours. Je reconnais ce qui est et je reconnais donc ce que je ne peux pas changer puisque je ne peux pas contrôler l'autre. Donc c'est là qu'il y a du stoïcisme et de l'acceptation, mais de l'autre côté, j'entends de l'existentialisme, c'est créer du sens. Se rendre compte qu'à partir de ce que l'autre a fait ou dit, il me reste quand même une grosse marge sur ce que je choisis d'en conclure par rapport à lui, à moi, à nous. Et c'est là qu'on travaille en fait. C'est qu'est-ce que je choisis d'en conclure. Nos relations, ça vient de narration. Parce que relation, en latin, ça vient de relatio. Et relatio, ça renvoie à narrer, narration. Oui, donc c'est très intéressant, je trouve, tu vois. C'est qu'est-ce qu'on se raconte. Je dis toujours, en fait, on n'a pas une relation avec l'autre, on a une relation avec notre interprétation de l'autre. Et c'est très différent. La relation, elle n'existe pas comme ça dans l'univers entre nous. Regarde, nous deux, on n'est pas en relation amoureuse, mais on a une relation l'une avec l'autre. En fait, on n'est pas tellement en relation avec l'autre qu'avec les pensées qu'on a sur l'autre. Oui. J'ai aucune idée de tes pensées sur moi et vice-versa. Moi, je te sens dans les roses à fond, mais bon. Je n'aurais pas résisté. Mais dans le couple, c'est pareil. Et en fait, du coup, c'est incroyable de se rendre compte de ça. Que je suis en relation avec mon interprétation de l'autre, pas tant avec l'autre. Oui, c'est ça, bien sûr. Et c'est là la force des représentations, de l'imaginaire. C'est là qu'on est encore sur le stoïcisme de manière générale. C'est que très souvent, ce qui nous maintient dans des relations difficiles ou infernales, c'est le calque, le filtre qu'on va mettre sur la réalité et qu'on prend un peu pour argent comptant. Et travailler ces représentations, la première chose dont on peut se défaire, c'est ce que nous montre le stoïcisme, la première des libertés, elle est intérieure. Exactement. C'est se défaire de ce qu'on va calquer sur les choses. Quand je vois quelque chose, j'en déduis quelque chose. Et ça m'invite à incarner cette réflexion et cet échange par rapport au contexte que l'on vit. Parce que les filtres, c'est dans l'air du temps. L'idéalisation du couple à l'heure des réseaux sociaux, d'Instagram ou autre, c'est quand même pas rien. C'est qu'avant, on savait qu'il y a des gens qui vivaient une super vie conjugale. Aujourd'hui, si on a envie de se faire du mal, il est 7h, vous êtes dans votre lit, l'autre tire la couette et vous regardez le bonheur d'un couple à Hawaï. Et voilà, avec ce truc surfait, ces filtres colorés, il y a cette idée d'idéalisation du couple. Et donc, ça pose la question, comment rester amoureux dans un monde où on idéalise aussi ce que c'est que d'être ensemble et heureux. Tout à fait. Et pour ça, j'aime bien, moi, l'idée qu'en fait, dans une relation heureuse, dans une histoire d'amour, il y a l'idée qu'il faut accepter une part d'inconfort, comme dans la vie en général. Et moi, je dis souvent, la vie, c'est un 50-50. Et en fait, c'est pas tant la proportion de 50% de moments heureux, 50% de moments malheureux, qu'une posture dans laquelle on accepte qu'en fait, pour qu'il y ait des sentiments heureux, de la joie, du partage, du bonheur, il faut nécessairement qu'il y ait des moments de doute, de frustration, d'agacement. Et qu'en fait, c'est un équilibre. Et ça fait partie du même voyage. Et à la fin, la relation, elle n'a pas de la valeur parce qu'on n'a fait que regarder des couchers de soleil en sirotant des cocktails. Et du coup, ça pose la question de l'illusion de perfection. Parce que là, tu parles de 50-50, on va voir comment on comptabilise. Mais quand c'est 100% tout le temps, effectivement, non, il y a un moment donné, ça perd de la saveur, la notion de saveur. C'est faux, en plus, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir de 100%. Impossible. Je pense que dans l'expérience humaine, ça n'existe pas. Mais du coup, ça pose cette question de rester dans un monde où les choses ne durent pas. Quand je te disais tout à l'heure, le fait qu'on endure ça, moi je pense que c'est très dur. J'interviens beaucoup sur le thème du sens. Quand tu es dans un monde où ça part dans tous les sens, c'est pas facile. Et donc parfois, c'est peut-être plus facile de lâcher l'affaire que de décider aller méthodologiquement. C'est un mot qui est un peu grossier, mais c'est joli. Méthodos, la méthode, c'est se conduire selon une certaine voie. Donc se dire que moi, je prends le sens d'un engagement qui va durer, plutôt que de partir dans tous les sens, me disperser, ce qui est parfois l'offre un peu pléthorique qu'on peut avoir sur les réseaux. C'est pas évident de s'orienter. Je pense que c'est un choix, qu'il n'y a pas de jugement sur le fait que ce soit mieux ou moins bien de recommencer avec quelqu'un d'autre, et il peut y avoir des raisons très valables de le faire. Mais je pense qu'en fait, au bout de... Là, on rassure nos maris. Donc, au bout de 2-3 ans, on en revient à la case départ. Oui. Et du coup, le choix, c'est entre... et alors, chez WeBloom, la manière dont on le formule, c'est... En fait, dans une vie, on va vivre plusieurs relations. Et on peut choisir de le faire avec la même personne. Et du coup, c'est comment est-ce que je réinvente la relation, je réinvente mon regard sur toi à certains moments où, simplement parce que j'ai envie, ou alors parce que je sens que je m'éloigne, ou je sens que les choses sont différentes. Et on a besoin de réinventer une V2, une nouvelle version de la relation. Et moi, j'aime bien l'idée que si on le fait avec la même personne, en fait, on continue à engranger du souvenir, à engranger plus de sens, on a surmonté en fait cet inconfort dont on parlait il y a un moment. On a surmonté des épreuves et ça rend notre relation encore plus profonde, encore plus riche, encore plus belle. Et donc j'en suis encore plus fière. Mais bon, voilà, c'est cette idée simplement qu'on ne va pas vivre une seule relation
Et je pense que pour le cerveau, c'est aussi satisfaisant Bien parce sûr. que ça répond à cet héros, ce besoin de nouveauté, Bien ce sûr. besoin de se Qui peut passer réinventer. par des projets. Tu vois, au début, tu dis effectivement, tu peux avoir des enfants pour ceux qui en souhaitent. Le mariage peut être un engagement, les voyages, l'immobilier, le fait Ouais. d'avoir une maison, un Mais appart. je dis Tout toujours ça, ça faire fait quelque attention à chose. ça parce que Oui. ça reste en fait de la circonstance. Ok. Et finalement, ce qui va faire que je suis amoureuse, c'est la manière dont j'habite la circonstance. Donc même, j'aime bien penser que même si on reste dans notre maison, qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, etc., je peux réinventer ma relation par mon regard, par ce qu'on choisit ensemble de se redire, de se ressaisir de notre pourquoi, Oui. peut-être de le faire évoluer. Et en fait, l'élan, il est intérieur. Ah bah, j'adore, tu sais, quand tu dis ça, c'est marrant, ça me renvoie, alors c'est pas du tout Heidegger, dans un ouvrage qui s'appelle Bâtir, habiter, penser, distingue l'habiter Mhm, du loger, par exemple. mhm. Tu loges un Exactement. toit, donc on peut loger un toit, mais habiter relève de toi. Et C'est la façon dont tu c'est habites très le monde, intéressant la cette relation. image. Tu peux vivre dans une villa magnifique Oui. et puis ne plus le voir et ne plus Carrément. rien ressentir parce que tu vis dedans. Et donc, c'est ton quotidien et le cerveau s'habitue et tout ce qui nous est familier, finalement. Tu peux perd de loger, sa mais pas saveur. habiter. Tu ne le vois C'est-à-dire, plus. tu loges Voilà. dans ce toit, mais tu n'habites pas toi. Et la à l'intérieur. relation, c'est la Ouais, même chose. En fait, complètement. c'est la manière dont on l'habite. Comme si, voilà, on imagine que notre partenaire, notre relation, c'est C'est cette. peut-être pas une villa, c'est villa. un petit appart, Mais c'est on l'a très choisi. bien. C'est un Mais on beau l'a cocon. choisi, exactement. C'est ça. Et le but, c'est pas que ce soit une villa, exact, tu Ouais, mets le c'est doigt ça. dessus. C'est qu'en fait, ce soit quelque chose qu'à un moment, on a choisi et que du coup, notre responsabilité devient Ouais. comment est-ce que je l'habite. Et d'ailleurs, le rapport à l'espace, il est passionnant. Parce que si tu demandes à un enfant avec tendresse, nous, on a beaucoup déménagé, bref, de manière générale, et à chaque fois, l'un de mes enfants me dit « Moi, ce que j'ai préféré, c'est le petit appart parce qu'on dormait tous ensemble. » Alors, évidemment, c'était une belle aventure. Mais voilà, il y a eu quelque chose. Et c'est très intéressant, l'histoire que tu te racontes. Et Dieu sait que si tu vas dans un espace et que tu ne te sens pas bien, voilà, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ça pose peut-être voilà, la notion d'habiter ce lieu et de s'y sentir bien. Et là, je vais rebondir sans qu'il y ait vraiment une transition très évidente entre aussi la relation avec l'amitié. L'amitié, parce que pourquoi je dis ça, une relation amicale, c'est un peu se sentir chez soi avec quelqu'un. Il y a quelque chose de cet ordre. Quand tu vas avoir un ami, où que tu sois, tu peux te sentir chez toi. Il y a quelque chose de fort, hein. Tu peux aller très loin dans le monde, tu tombes sur quelqu'un, c'est un repère, c'est quelque chose. Et cette notion d'habiter, d'être toi dans un espace, ça m'invite à me dire, est-ce que finalement, pour durer, en amour, l'autre ne doit pas essayer de rester ton ami aussi, pour que ce soit toujours cet endroit où tu te sens chez toi. Oui, et Tu c'est vois, la très beau place ce de que tu l'amitié. dis et la manière dont tu le dis. Je peux que répondre oui. Je pense qu'en ça fait- peut être parfois, parce qu'il y a des gens qui disent moi, mon amoureuse, c'est mon meilleur ami. Ça me met pas toujours très à l'aise, cette notion. Mm, mm. Tu vois, parce que je Oui. sais pas comment dire, Alors, mais... ça je sais pas. voilà, il y a plusieurs manières d'habiter une Oui, amitié aussi. voilà. Mais je pense que dans la manière dont tu l'as formulé, c'est en fait c'est cette familiarité et surtout cette liberté d'être authentique et cette liberté d'être vraiment soi et d'être vu tel qu'on est. C'est comme ça que tu l'as un petit peu amené et je pense que c'est vrai. Pourquoi est-ce que si tu retrouves un ami voilà, à l'autre bout du monde, tu vas te sentir bien? C'est C'est parce un que tu repère. peux dire, il me connaît, je peux être moi. Ouais, je peux Et être je moi. pense que c'est cette dimension-là, dans l'amitié, qu'on veut venir prendre et mettre dans notre relation amoureuse, cette idée que et je pense que c'est ça, hein, la vraie histoire d'amour, elle commence quand je suis plus dans les faux semblants, je suis plus finalement en train d'essayer de t'impressionner, de te donner une image de moi à voir qui est surcontrôlée, mais je me montre dans ma Mais vulnérabilité. c'est là que la souffrance d'ailleurs doit jaillir. En fait, quand les gens se sentent plus bien, c'est qu'ils sont plus eux dans un couple. Tout à fait. Pas quand la personne C'est se ce dit que bah, je disais me sur sens mal. Oui, qui, c'est ça. qui je suis C'est ça. dans Ouais, cette c'est relation. C'est Ouais. ça. Il y a cette notion-là et de fidélité à soi. Ça pose la question à parler. C'est notre thème, un autre thème, mais c'est un grand thème, c'est-à-dire être fidèle à soi, être fidèle à l'autre Pour un prochain dans une podcast. relation. Prochain podcast. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant autour de tout ça. Nietzsche disait, je ne sais pas si vous la connaissez, ce n'est pas le manque d'amour, c'est le manque d'amitié qui rend les mariages malheureux. Donc je trouve que ça rebondit un peu avec ce qu'on disait. Et Aristote parlait aussi vraiment de l'amitié comme socle, hein, la philia, On doit avoir, finalement, de la philia en amour. Il doit y avoir ça. Parce que s'il n'y a que l'éros, évidemment, ça ne va pas durer. Et ce qui permet de durer, c'est justement l'amour philia. Et toutes les qualités, en fait, j'ai fait cet exercice en coaching de dire, avec ton ou ta meilleure amie, comment est-ce que quand tu le vois, comment est-ce que tu te comportes quand il a un échec, qu'est-ce que tu lui dis et en fait, on arrive bien à voir comment les qualités qu'on apporte plus spontanément et naturellement en amitié, parfois, on les oublie. On oublie de les apporter dans notre couple, même la reconnaissance, la gratitude, l'encouragement, bien sûr, l'admiration, le respect. le respect. Et toutes ces choses-là, c'est un petit peu comme on disait, quand on habite avec quelqu'un au quotidien,
on finit par oublier de le faire. Ouais. C'est la notion d'habitude, d'oubli, tout ça est étroitement lié, de nouveauté de l'autre côté. Et c'est cette tension entre c'est la tension entre la familiarité et le nouveau qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que je veux être avec quelqu'un avec qui je me sens moi-même et qui m'est très familier, et à la fois, je veux garder cette distance, cette acceptation que l'autre sera irréductiblement pas le mien, et quelqu'un d'autre, et qui n'est pas à moi. Et du coup, je viens aussi continuer d'apporter tout ce que je peux apporter comme qualité. Et en fait, c'est ce qu'on disait sur « je ne suis pas responsable de ce que l'autre a fait, mais je suis responsable de ce que j'apporte ». Oui, tu n'es pas responsable de ce qui arrive, mais tu es responsable de ce que tu vas faire face à ce qui arrive. C'est là que c'est très existentialiste. Hein. C'est vraiment cette notion de si tu n'es pas responsable de ce que tu vis, tu es responsable de la façon dont tu vas le vivre, en fait. Et on ne le fait pas en silo, parce qu'en fait, dans une relation, on est la circonstance de l'autre. Donc ça veut dire que l'autre réagit d'une certaine manière. Et moi, je dis toujours, tu l'as dit, une relation, c'est une danse. Et quand il y a une personne qui change sa manière de danser, c'est toute la danse qui change. Parce que l'autre en face ne peut pas continuer à danser de la tectonique, sinon on là, ça va passe en valse. La tectonique en plus. Mais alors, tu vois, en plus, ça m'envoie quelque chose sur... on va aller un peu vers la fin du podcast, sur comment rester amoureux. Je me souviens avec tendresse de quelqu'un qui m'avait dit, bah voilà, ça fait 50 ans qu'on est ensemble, une personne âgée. J'étais là, mais c'est incroyable. Mais comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a quelque chose? Dites-moi, presque pour s'apaiser, parce que je pense qu'on a tous cette petite tension. Et en même temps, cette excitation de se dire que l'autre, ce sera peut-être pas toujours lui. Enfin, je rassure pas mon mari. Mais vous voyez l'idée, quoi. Il y a quelque chose de vivifiant, en fait, dans se dire que c'est pas prédéfini et qu'on a... Et cette personne me disait, mais tu sais, dans la vie, en fait, ça se danse, je reprends l'image, tu vois. Et quand j'ai fait ça, il a fait ça. Quand il a fait ça, j'ai fait ça. Notre chance, c'est qu'en fait, on a dansé ensemble. Mais si, dans la vie, j'avais fait ça et qu'il avait fait ça, ben, en fait, ça aurait été très compliqué et probablement que nos chemins se seraient éloignés. Et donc, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que, je ne sais pas s'il y a une part de hasard ou de chance, parfois, le fait d'être un peu au même moment dans des situations, le fait que quand je suis partie me rattraper inversement. Tu parles de chance et à la fois, je pense qu'en fait, moi, je le mets sur le dos pour qu'il y en ait un qui se rend compte qu'il y en a un qui fait ça, et que l'autre fasse ça, il faut avoir beaucoup de curiosité. Et il faut avoir ce regard renouvelé, il faut avoir cette intention d'évoluer, de savoir. Et je pense que c'est une belle image. Et je pense que le problème, parfois, c'est qu'on se dit, la relation doit rester telle qu'on a signé un papier, telle qu'elle a été au moment où je me sentais le mieux, et ça doit être comme ça. Et du coup, cette idée de rallumer, de revenir en arrière. Et en fait, dans ce que tu montres, c'est cette idée que, en fait, non, j'accepte qu'il y a ces plusieurs relations, et je reste à l'écoute de qui tu es en train de devenir, de qui je suis en train de devenir et de comment on peut continuer à co-créer ensemble. Et en fait, c'est pas tant la chance de « ah, toi aussi, tu veux faire ça », c'est juste parce qu'en fait, on peut toujours continuer à co-construire. On n'a pas besoin d'être les mêmes et d'avoir envie de faire les mêmes choses. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes projets. On a juste besoin d'avoir envie de continuer à construire ensemble avec les versions de nous qu'on est en train de devenir et qu'on devient. Et alors, est-ce que ce ne serait pas clair, en parlant, le secret d'essayer de grandir ensemble plutôt que de vieillir? J'aime beaucoup. Tu vois, parce que grandir, on peut vieillir sans grandir. On en connaît. Mais la notion de grandir, ce n'est pas les années qui vont passer. Non. C'est la façon dont on va passer le temps. Et donc, quel serait le plus beau des passe-temps pour pouvoir grandir ensemble? Si on devait terminer peut-être avec quelques conseils, peut-être te résumer à la fin. Pour toi, le plus grand des messages pour rester amoureux en ces temps mouvementés, mouvants, qu'est-ce que tu pourrais conseiller si on... Pas pour conclure, mais peut-être pour ouvrir. Je pense que c'est de se rappeler En fait, finalement, c'est assez individualiste, Bien mais sûr. Ça rejaillit sur la qualité de ma relation aux autres. C'est pourquoi est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Pourquoi j'ai envie de l'aimer? Et de se ressaisir parce que c'est l'émotion la plus agréable à ressentir. Parce qu'à la fin de ma vie, je vais être fière. Et je pense qu'il faut se ressaisir de son pourquoi à soi pour avoir envie de rester amoureux. Totalement. Et Ouais. la deuxième chose, c'est pourquoi lui ou pourquoi elle. Et très souvent, quand je pose cette question, les personnes pleurent. Parce que d'un coup, ça revient à leur esprit de voilà pourquoi je l'ai choisi, voilà pourquoi cette personne est merveilleuse, voilà tout ce qu'on a déjà construit ensemble, voilà notre histoire et voilà toutes ses qualités. Et en fait, toutes ces choses qui, Presque une forme de auxquelles nostalgie, là, on parfois, donne au zéro super, bande passante, hein, Ouais. et même les qualités actuelles, c'est Ouais. un super papa, etc. Ouais. Les personnes sont émues. Et en fait, pour moi, rester amoureux, c'est de se ressaisir de ses pourquoi. De l'émotion. Tu vois, j'entends deux choses. Moi, j'ai une petite phrase, elle devrait te plaire, mais Sur la notion de raison d'être, pourquoi? Sans raison d'être, nulle raison d'en être. Tout à fait.
Donc, si tu n'as pas de Tout raison à fait, d'être en c'est très amour, bien t'as pas de raison résumé. d'être. J'ajouterais que tu n'as aucune raison d'y venir et d'y rester. Tu vois, de manière générale, ça ne rend pas heureux. Les gens n'ont pas envie de l'extérieur de venir si toi-même tu n'as pas de raison d'être dans ta vie. Tu n'as pas de raison d'en être, tu l'investis pas. Donc, ce n'est pas un couple en plus qui donne très envie d'y venir, ni d'y rester. Donc, on voit tous autour de nous des gens qui disent moi, non, je n'ai pas très envie, ça va l'air d'être un couple un peu ou assez fun ou qui me donne envie. Donc, c'est quelque chose qui rayonne, la notion de raison d'être, et peut-être réveiller l'émotion. Tu vois, c'est cette notion, c'est d'en revenir. Cette notion de flamme, c'est un peu le feu en soi. Et c'est vrai que moi, je fais partie de ceux ou de celles et ceux qui ont le doigt sur le briquet. Enfin, tu vois, je le dis souvent, j'ai vraiment le doigt sur le briquet, ça touche à une angoisse. Mais c'est vraiment cette idée de se dire, voilà, bien se rappeler, rappelle-toi chérie que je suis nouvelle, que je peux aussi t'échapper. C'est pas, et inversement, c'est pas l'idée de s'angoisser à outrance et de vivre dans la tétanie, de se dire que l'autre va partir. C'est plutôt une façon de se dire que le couple est vraiment quelque chose qui se choisit, et plutôt de se dire, on va s'aimer pour toujours. Je me dis souvent, si chaque jour on se disait je t'aime, ça fera peut-être un jour toujours. Magnifique. Voilà. Bon, j'espère que tu as passé un bon moment. Excellent. Ouais. Non, c'est des moi sujets aussi. qui me passionnent et c'était vraiment intéressant d'avoir l'éclairage Moi, j'adore philo. l'idée Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut terminer sur ça. Quelle est la place du questionnement pour toi dans une vie amoureuse? Le fait, tu vois, justement, de ne pas se dire, tiens, j'ai trouvé une réponse. Voilà, la curiosité, le questionnement pour faire en sorte que ça dure et peut-être être plus philosophe dans sa vie Exactement. amoureuse. Oui. C'est le questionnement, je pense que c'est dans toutes les aires de notre vie, c'est ça en fait qui nous continue de nous faire avancer, de nous faire ressaisir de nos choix. Et je pense que dans le couple, ça a une place énorme. Et ça retrace un petit peu tout ce qu'on s'est dit, de ne pas prendre notre filtre mental pour acquis, de ne pas prendre l'autre pour acquis, de ne pas prendre sa manière de faire et de penser pour acquis, et de continuer à remettre ces choses-là en question. Certaine humilité en fait. Une certaine humilité. Et c'est Einstein qui disait, pour continuer, la vie c'est comme une bicyclette, pour avancer, il faut continuer de pédaler. Et je pense que ça reflète ce truc de, on ne peut pas rester statique, même en couple. Super, je retrouve l'image. Bon, vous prendrez entre le slalom, la danse, le vélo, chacun choisit la façon de voyager en amour. Merci en tout cas pour votre présence et puis plein de belles choses. Et puis rendez-vous pour le prochain épisode. Merci Vive la Laura. réflexion.